Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole encore une fois de plus ce soir. Et c'est un plaisir d'autant plus grand que je sais que vous êtes nombreux qui avez suivi pendant tous ces quelques jours le développement de tout ce qui a été fait aussi bien par le salon du promoteur littéraire online que par Acolyte et également fut un pur moment d'échange. Ce fut donc un pur moment d'échange qui a été initié par Acolyte, qui a été initié par Ghost Universe, qui a été également initié par tous les différents partenaires. Et aujourd'hui, pour le clap de fin, on le dit tout simplement, c'est un immense honneur, malgré les intempéries, parce qu'il y a beaucoup de pluie au Cameroun ces derniers jours, principalement dans la capitale politique, et ce qui empêche et qui peut jouer également sur la qualité de la connexion, malheureusement, nous nous en excusons de prime abord. Vous dites tout simplement que nous sommes très heureux de commencer avec cette dernière partie de notre échange qui a duré depuis quelques jours donc. Et aujourd'hui, le Saplo a décidé de prendre un peu, on va dire, ses enfants chéris pour clôturer la chose. Quoi de mieux que de parler de promotion littéraire au 21e siècle, notamment quand on parle de, suivez bien le thème, promotion littéraire, challenge et opportunité à l'ère du numérique. Il est impossible pratiquement de se passer du numérique de nos jours et c'est justement le moment de savoir qu'est-ce que la promotion littéraire peut faire pour ce cas. Et nous avons aujourd'hui 4 invités qui sont chacun à son niveau, très aguerris en ce qui concerne la promotion du livre et la mise en avant du livresque. Actuellement déjà connecté avec nous, c'est Aristide Ayolo. On va dire simplement l'Aristide qu'on ne présente plus. C'est le monsieur, quand on parle de livre au Cameroun, que ce soit aussi bien dans les ministères, que ce soit au niveau de ses contacts. C'est le gars qui est richissimement riche d'un magazine, d'une maison d'édition, et pas que. C'est le seul gars qui se dit tout, j'ai le carnet d'adresse qu'il faut, quand il faut. C'est-à-dire, il peut vous trouver le contact pour arriver au paradis. J'espère que ce soir, Aristide va trouver le bon contact, pas seulement pour nous faire sourire, mais surtout pour pouvoir souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Aristide, bonsoir. Comment tu vas, frangin? Bonsoir, William. Je vais très bien. Bonsoir, William. Je vais très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ariel Pauline. Bonsoir, Ariel Pauline. Merci. Merci de l'opportunité de me donner avec le grand public. Alors, Aristide, merci déjà pour ta première prise de parole, mais avant que tu ne sois pressé de nous quitter, comme tu as envie de fuir déjà avec tes précieux mots, j'ai envie de dire qui est la personne, parce que généralement, quand on tape sur Twitter, quand on tape sur les moteurs de recherche, Aristide Ayolo, on va voir une pléthore de choses qui ont été faites par toi jusqu'à aujourd'hui, et on a envie de dire qui est Aristide Ayolo d'abord, avant de commencer même avec notre échange. Est-ce que tu peux t'introduire, te présenter de manière sommaire à ceux qui nous écoutent? Je suis Aristide Ayolo, je suis à la base militant. Mais mon amour pour c'est qui est une maison d'édition spécialisée dans l'éducation de recherche. Nous sommes ça, il y a l'agence Olive qui est une agence créative à l'intersection de la communication et des nouvelles technologies. Donc, nous concevons des
Alors, vous excuserez la qualité de la luminosité. Malheureusement, comme je l'ai dit, les intempéries nous aident pas à avoir une meilleure qualité avec tout ce qui y a autour. Sinon, merci déjà à tous ceux qui réagissent, que ce soit, je crois, il y a BH qui a d'abord réagi, il y a également Calixte. La qualité du son, oui, on va essayer d'améliorer tout ceci. Il y a pas mal de soucis, mais je puis vous rassurer, tellement il est en train de pleuvoir à l'extérieur, tellement il y a des coupures d'énergie de temps à autre. Donc, on s'excuse vraiment au préalable pour tout ce qui se passe là. Maintenant, Aristide ne devrait pas être seul. Normalement, on a eu Pauline aussi qui peut-être pourrait être avec nous. Elle ne se sent pas super bien et elle aussi a subi les foudres des intempéries comme nous. Pauline Ongono, qui est également une Camerounaise, qui est l'initiatrice de ce projet du salon du promoteur littéraire online, mais également initiatrice de pas mal d'autres choses, accompagnée de son complice Redébi. Pauline, on va le dire simplement, s'il y a possibilité, tout à l'heure, elle nous rejoindra et elle n'est pas la seule également. On devrait normalement avoir dans ce dernier panel Aristide Ayolo qui est là actuellement. On a Pauline qui devrait nous rejoindre normalement si tout va bien. On a aussi Assel Nadal qui pourrait éventuellement nous rejoindre et enfin, Lokide Moulengi, celle qu'on ne présente plus également. C'est pour vous dire en tout cas le plaisir que nous avons de vous servir aujourd'hui encore pour des choses qui concernent la promotion du littéraire. Et Aristide, justement, ma première question, j'ai envie de te demander à ton niveau, au niveau de, que ce soit à Freebook, que ce soit avec ton magazine littéraire que tu as mis sur pied, comment est-ce que ça se passe pour mettre en avant le livre ou bien les auteurs que vous recevez chez vous? Bon, généralement, les auteurs avec lesquels on travaille, la qualité du livre est importante parce que on mauvais produit. Notre travail, c'est de créer une image qui est sur les réseaux sociaux. Donc, on a une communication qu'on va mettre en place pour travailler avec lui sur son ouvrage. Question de travailler sur son image, travailler sur l'image de son livre, nous assurer qu'il ait une bonne notoriété sur les réseaux sociaux, travailler sur sa e-réputation. C'est vraiment toute une stratégie de communication qu'on met en place pour travailler sur les ouvrages. Je crois que je ne t'entends pas, William. William, ton micro. Pardon, j'ai oublié, j'ai coupé mon micro. J'ai coupé mon micro, pardon, justement. Je m'en excuse. Donc, je disais, est-ce que l'une des stratégies que toi, tu mets sur pied avec ton équipe, c'est de commencer par travailler sur la réputation même de l'auteur et ensuite faire peut-être une migration et travailler sur son œuvre après? C'est-à-dire, on met d'abord son livre de côté et on essaye de travailler sur ce qu'il est lui-même. Travailler sur, comme tu le dis toi-même, sur sa réputation et par la suite, se faire une projection sur son ouvrage. Est-ce qu'on commence, pour toi, en tout cas et ton équipe, c'est commencer premièrement par la personne et la personnalité avant de travailler sur ce qu'il a fait en tant que travail? Effectivement, on commence d'abord par la personne parce que très souvent, on peut avoir un auteur, il a un très bon livre, mais il est, je vais dire comment, la personne elle-même n'est pas, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas connue du public. Tu vois un peu, la personne n'est pas connue du public. Donc, notre travail, c'est d'abord faire connaître la personne et puis venir vendre son livre à côté. Parce que le personal branding, il faut d'abord se brander soi-même pour pouvoir vendre son produit. Donc, l'auteur est d'abord notre premier produit. Bon, et maintenant, au niveau, bon, c'est vrai que normalement, l'auteur devrait être le premier produit parce que quelque part, il est l'ambassadeur du livre qu'il défend. Le titre qui vient vers vous avec est justement un titre qui doit se faire vendre. Mais pour que l'on voit le livre, avant peut-être que l'éditeur, c'est peut-être l'auteur que l'on voit quand il s'agit de faire des dédicaces. Mais c'est un peu très loin si on revient sur ce qui concerne les gros challenges. Quels sont vraiment, d'après toi, les gros challenges auxquels aujourd'hui on peut faire face quand on parle de promotion littéraire, surtout
avec le numérique, parce que auparavant on aurait dit il suffit de faire la promotion d'un livre, d'aller par exemple dans un média, lire quelques pages. Mais qu'en est-il de ces moments où on doit aller plus loin, se projeter et commencer à faire une implémentation de la promotion sur le numérique? En plus clair, comment est-ce que vous, avec votre équipe, comment est-ce que vous travaillez? Je ne sais pas si jusqu'ici on s'écoute, Aristide. Je ne t'ai pas très bien suivi. Alors, je vais recommencer ce que je posais comme question. Donc, je dis ceci. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes au 21e siècle. Il est plus difficile, par exemple, il est plus facile, semble-t-il, de faire la promotion de nos jours ou bien c'était mieux avant. Aujourd'hui, à l'aide numérique, il est beaucoup plus facile de faire la promotion. On a une très c'est très important de profiter des outils numériques pour pouvoir vendre ce qu'on produit. Donc, et quand est-ce que vous dites, enfin, c'est ce produit que l'on doit mettre en avant et pas un autre? Par exemple, est-ce que dans la mise en avant de vos ouvrages, vous décidez sur quelle plateforme vous allez aller? Est-ce que vous commencez par le numérique et ensuite vous finissez par peut-être quelque chose de plus classique, des médias que l'on connaît déjà? Généralement, on commence d'abord par le numérique. Parce qu'avec le numérique, on peut toucher une grande cible. Maintenant, pour ce qui est du classique, généralement, c'est en fonction du sujet. Tu vois, si c'est un livre qui va traiter des femmes, il y a des émissions qui parlent de femmes à la radio, à la télé, qu'on va cibler. Si c'est un livre qui traite d'éducation, il y a des émissions en ligne qui parlent à la télé, à la radio, qui parlent d'éducation. Mais notre priorité, c'est de pouvoir exploiter les médias sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, nouvellement X, Instagram et le reste. C'est de pouvoir vraiment faire une sorte de ciblage, le public, la tranche d'âge, la localité et faire le travail qu'on a fait. Pour le cadre des travaux que vous réalisez justement, est-ce qu'il y a une manière particulière de mettre en avant les ouvrages ou bien un auteur quand vous êtes en train de travailler sur le numérique? Je prends par exemple, si on est sur on passe sur le cas d'un auteur qu'on veut faire, dont on veut faire la promotion à la radio, on est presque sûr qu'on n'a pas besoin d'une image en tant que photo pour présenter à la radio. Mais là, quand vous êtes sur le numérique, c'est totalement différent. Comment est-ce que vous procédez pour mettre en avant l'œuvre d'un auteur sur le numérique? Est-ce qu'on vient simplement, on prend une couverture Facebook, on prend une couverture qu'on va plaquer sur Facebook, ou il y a des petites stratégies que vous utilisez? Non, c'est justement pourquoi je parlais du branding et du personal branding. D'abord, on va travailler l'image de l'auteur. On va faire des shootings photos. On a une équipe de graphistes qui va travailler sur le contenu. Ça veut dire tout ce qui est visuel, tu vois. On va travailler sur que ce soit des captures vidéo, des captures audio. On va vraiment travailler dessus avant de commencer à poster. Parce qu'on ne va pas porter. Ce n'est pas comme je dis souvent aux gens, ce n'est pas on te demande une photo pour la couverture du magazine et tu nous envoies une photo de toi au charme. Ou bien ça, ce n'est pas quelque chose qui se vend. Il faut vendre aux gens la propreté, il faut vendre aux gens la beauté. Oui, en effet. En effet. Mais bon, on estime que bon, est-ce que pour l'ouvrage proprement dit, on a vu parfois pour la promotion de certains livres, hein, parce que je dis, pour avoir été pendant longtemps auprès des gens qui font la promotion du livre sur le numérique, on a vu des gens qui ont des plateformes Facebook, mais il y a des auteurs qui sont un peu plus réfractaires à l'usage du numérique, et c'est justement ça l'un des problèmes que l'on a souvent. Ces auteurs qui vont dire, non, moi je suis capable d'aller par exemple sur Facebook faire des publications, et un autre qui va dire, moi je ne peux pas. Il veut bien, mais il ne connaît pas utiliser, par exemple, le numérique. Tout ce qu'il sait faire, c'est se saisir de son ordinateur, taper son texte et envoyer à l'éditeur. Ensuite, il te dit, monsieur l'éditeur, moi, je ne fais plus rien, c'est toi qui connais la suite. Comment est-ce qu'on gère ces cas? Bon, très souvent, c'est beaucoup plus c'est une affaire de discussion. Hein, parce qu'il faut pouvoir convaincre l'auteur que promouvoir son livre en ligne est une très grande opportunité pour lui parce que c'est à moindre coût, il ne va pas dépenser grand-chose. Il a un large public et c'est très facile de faire le ciblage. Généralement, c'est juste convaincre la personne. Et aussi, on a la chance qu'aujourd'hui, se former
apprendre à utiliser Facebook, c'est pas un truc, c'est pas magique, c'est pas assez difficile. En une journée, tu regardes un, deux tutos et puis tu connais comment tu gères Facebook. Et vous dites quoi à ces éditeurs qui disent, qui décident à créer des pages carrément pas. Si on reste sur le cadre de Facebook, il y a des auteurs des éditeurs pardon, qui décident de créer qui créent carrément des pages pour leurs auteurs qu'ils vont suivre. Et le problème, ça à la longue, c'est que le suivi, si jamais l'éditeur n'est plus avec le même auteur, on a des problèmes pour le suivi. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée pour l'éditeur de créer des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes professionnels, j'entends, des comptes sur les réseaux sociaux donc pour ses auteurs? Non, c'est pas professionnel. Non, l'auteur doit pouvoir qui va créer ses pages, gérer ses comptes et lui donner aussi des accès. Parce qu'après, il peut décider de changer d'équipe, il peut décider de travailler avec autre personne, mais l'éditeur n'a pas ce droit-là. Donc là, on comprend clairement qu'il y a pas mal d'opportunités quand on parle de promotion littéraire sur le numérique. Mais maintenant, il y a quelque chose qui me ferait bien plaisir à comprendre parce que là, ceux qui nous écoutent diront, mais Aristide, lui, quand il parle, on a l'impression que tout est rose. Quand on fait la promotion, il n'y a pas de défauts, tout est parfait. Mais on a envie de connaître, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés auxquelles le promoteur littéraire a fait face quand il est en ligne? Bon, je dirais que quand tu connais ce que tu fais, quand tu as la maîtrise des outils qui sont à ta disposition, il n'y a vraiment pas de difficulté. La difficulté est souvent liée à c'est beaucoup plus des difficultés générales. La mauvaise qualité de la connexion Internet. Souvent, tu peux faire des mauvais ciblages, tu vois un peu. Tu peux faire des mauvais ciblages, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose de difficile quand tu maîtrises les outils. Ça devient compliqué quand tu ne connais pas ce qu'il faut faire, quand tu ne connais pas quel outil il faut utiliser, quand tu ne connais pas sur quel réseau social il faut poster, quand tu ne connais pas à quelle heure est-ce qu'il faut poster. C'est là où ça devient compliqué. Alors, je vais prendre ce commentaire d'Assivuta qui dit chaque auteur doit avoir sa propre page qu'il va créer ou confier à un community manager. Je vais dire aussi que je suis complètement d'avis avec cette manière de penser parce que quelque part, c'est aussi à l'auteur de créer sa page, même si la communauté peut être construite par les community managers, mais ça reste quand même la propriété de l'auteur. Je me dis qu'il devrait créer sa page et peut-être confier le suivi à quelqu'un de plus professionnel. Rentrons dans notre thématique du jour, une fois encore, Aristide, pour le cas précis des éditions de la maison d'édition que tu gères. Est-ce que et uniquement sur Facebook. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de passer par une communauté qui est déjà construite, c'est-à-dire on a une communauté qu'on a réussi à mettre en place et on fait la publicité uniquement, du moins la promotion uniquement avec cette communauté-là, ou vous pouvez vous permettre au niveau d'Afribooks d'avoir, par exemple, de payer des sponsorings pour que la publication que vous voulez faire concernant votre auteur soit plus vue. Généralement, ce qu'on fait, c'est déjà on fait des publications. Aristide, je ne sais pas si tu m'as suivi. Généralement, ce qu'on fait, c'est... Oui, je disais ceci, Christian. Généralement, on fait des campagnes publicitaires. Ça veut dire que c'est en fonction du livre, en fonction du sujet du livre, on va faire la campagne. En fonction de la période aussi. Actuellement, on a des livres. Par exemple, on a le livre sur les investissements chinois au Cameroun. Notre campagne a été ciblée. On a fait la campagne lors du FOCAC. Tu vois un peu, parce que c'était vraiment le sommet Afrique-Chine. On a maximisé pendant cette période-là pour vendre nos livres, pour communiquer sur le livre aussi. Donc, les campagnes sont souvent ciblées en fonction des événements en cours. Il y a aussi la communauté. La communauté, c'est quelque chose de très important. Je crois que tu le sais. Avoir une communauté, c'est très avantageux parce que ce sont des personnes que tu as fidélisées. Ce sont des personnes généralement qui croient à ton projet et qui sont prêts à l'acheter. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Oui, 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 en effet. Je veux dire, est-ce qu'en ce moment, comment est-ce que vous, en tant que impact et que peut avoir vos actions? Comment mesure l'impact des actions du promoteur littéraire sur le numérique? Ça s'est coupé tout à l'heure. Je n'ai pas suivi ce que tu as dit. Christian, ça s'est coupé tout à l'heure. Je n'ai pas suivi. Aristide, le temps pour Pauline aussi de nous rejoindre sans doute. Je disais ceci, est-ce qu'il y a une possibilité en tant que promoteur littéraire, surtout à l'aide du numérique, de mesurer l'impact justement de vos actions sur le numérique? Parce qu'on peut publier, on a de réels retours sur le plan concrètement, sur le plan physique. Est-ce que des livres sont achetés? Est-ce qu'il y a du mouvement en fait? Effectivement, aujourd'hui, on a la capacité de suivre nos campagnes. On a la capacité d'avoir des statistiques des campagnes que nous réalisons. Donc, on sait que si le but était d'avoir, je ne sais pas trop, 50 clics sur le lien pour acheter le livre, on sait que sur les 50 clics, on a 25 personnes qui ont cliqué. En fait, on peut vraiment avoir des statistiques avec le numérique. C'est très facile d'avoir les statistiques sur la portée de ce qu'on fait. C'est pareil que c'est pas que les pages Facebook, hein, même pour les sites internet, c'est vraiment très facile d'avoir des statistiques. Ça permet vraiment de suivre le travail qu'on fait et de savoir que ici ça n'a pas marché pour telle raison, ici ça n'a pas marché pour une telle autre raison. Si on parle d'un livre qui est comme le livre dont tu évoquais tout à l'heure, qui parle de la Chine, et que les personnes qui vont acheter le livre, qui vont être intéressées par le livre, soit par exemple des Camerounais, parce que le livre parle des relations camerouno-chinoises, là, ça va être un peu compliqué pour un Gabonais de se sentir concerné, même s'il est en ligne et qu'il met un like. Sinon, Aristide, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas suivi complètement malheureusement, on n'a pas suivi tous tes propos. C'était un peu dommage que l'on ne suive pas l'intensité avec laquelle tu nous expliquais de très belles choses. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Déjà qu'il y a une question pour toi en ligne. Tu peux me reporter la question, s'il te plaît? La question qui est en ligne. D'accord, alors je vais te poser la question qui est en ligne, c'est celle de Bailage. Elle dit: avant les réseaux sociaux, les éditeurs mainstream avaient coutume de consacrer un budget spécifique pour l'envoi de livres aux journalistes de presse écrite, radio et télévision. Aujourd'hui, en plus de cela, ils ont ajouté les réseaux sociaux. Comment un jeune éditeur comme vous gère cela? Quelle est votre stratégie pour les envois auprès des créateurs ou créatrices de contenu sur Instagram, TikTok et YouTube? Est-ce que, en tant que jeune éditeur, vous envoyez des livres à des radios, à des télévisions, ou même encore à des créateurs de contenu, à des promoteurs littéraires? Quelle est votre stratégie, en fait, pour gérer ceux qui sont sur Instagram, TikTok ou YouTube? J'expliquais tout à l'heure que les livres sont envoyés en fonction des émissions, tu vois. Si c'est un livre qui traite de santé, on va cibler toutes les émissions qui traitent de santé dans les chaînes de radio et de télé du Cameroun, à qui on va envoyer un exemplaire du livre pour, c'est pas trop un reportage, un entretien avec l'auteur. Généralement, c'est comme ça que nous on fonctionne. Parce qu'on pense qu'avec ces stratégies-là, on peut toucher notre public cible. Contrairement à ce que a envoyé l'exemplaire du livre à n'importe quel journaliste comme ça, à n'importe quelle émission, on peut faire cibler nos émissions en fonction des sujets. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour ce qui est des contenus, c'est pareil pour ce qu'on appelle généralement les influenceurs, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, ils sont également ciblés. Parce que ça ne sert pas à grand-chose
d'avoir un livre qui traite de, je ne sais pas trop, de santé mentale. De prendre un livre qui traite de santé mentale et envoyer à pour ce soir. Alors que tu as des médecins qui sont très bien suivis, qui créent du contenu sur la santé mentale, à qui tu peux envoyer ton livre pour qu'il fasse un contenu dessus et poster. Là, tu vas vraiment toucher ta cible. Généralement, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. J'ai l'impression que je suis seul. Aristide, est-ce que tu me suis? Oui, je te suis très bien. Oui, malheureusement, il y a pas mal. Je ne sais pas si c'est la fibre optique qui s'est rompue au Cameroun aujourd'hui, mais là, c'est super, super grave aujourd'hui. C'est presque gênant. Donc, je te repose la question. Je ne sais pas si tu avais pu trouver les réponses avant. La question qui était juste avant. Donc, c'était celle de savoir, est-ce que toi, en tant que jeune éditeur, est-ce que tu envoies des livres, par exemple, aux radios, aux télévisions, ou même encore, est-ce que tu fais l'effort de gérer ceux qui sont des Instagram, des bookstagrammeurs, des booktubeurs, ou même encore des TikTokers simplement? Ouais, j'étais en train d'expliquer ce que les livres sont envoyés en fonction des émissions. Ça veut dire qu'un livre qui va traiter de santé sera envoyé à des émissions qui traitent de santé. Un livre qui parle de finances sera envoyé à des émissions qui traitent de finances. Un livre qui traite de sport sera envoyé à des émissions qui traitent de sport. Ça permet de toucher la cible, ça permet de toucher la cible même. Pareil pour les créateurs de contenu, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des influenceurs. Donc, généralement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. On n'envoie pas un livre qui traite de santé à, je ne sais pas trop, une page qui traite de Congo. Ça ne va pas marcher. Les gens sont là, il n'y aura vraiment pas de. Ce sera. On va toucher les gens, mais on ne va pas toucher la cible. D'accord, Aristide, merci beaucoup pour justement le feedback, comme on le dit. C'est justement un plaisir de savoir qu'il y a encore des gens qui se bougent. Prochaine question, peut-être avant de passer la parole à Pauline juste après. Est-ce que vous faites des fictions généralistes? C'est la question qui est posée toujours par notre même interlocuteur. Est-ce que nous faisons des. Aristide, je demande, est-ce que Afribook fait des fictions généralistes? C'est la question qui nous est posée. J'ai dit depuis ma base, c'est les sujets qui nous intéressent, c'est beaucoup plus la recherche. Mais il y a des manuscrits qu'on reçoit, de très bons manuscrits, de fiction et tout ce qui va avec, qu'on publie. J'espère que j'ai D'accord. répondu à la question. Oui, bon, il y a encore pas mal de questions qui sont en train de tomber pour toi. On va les prendre au fur et à mesure qu'elles viendront. Il y a Calix qui a posé aussi sa question, mais on va prendre la question de Calix juste après. Et bon, net, quand je voulais introduire Pauline, c'est où elle s'en va. Sinon, comme je vous le signalais à l'entame de ce moment d'échange, Je voudrais répondre à oui, Aristide. Calice. Oui, je voudrais répondre à Calice. Effectivement, Calice, le livre est envoyé avec une présentation et un dossier presse. Donc, le livre n'est pas envoyé comme ça. Le livre est envoyé avec une note de lecture d'abord de la maison d'édition et un dossier presse avec des informations sur le livre, sur l'auteur, sur la maison d'édition et la collection où le livre a été publié. Où le livre a été publié. D'accord, Aristide, merci pour les précisions. Comme je le disais donc à l'entame, il y a des petits couacs, mais vous pouvez vous rassurer, ça ne vient absolument pas de nous, c'est pas de notre fait. C'est malheureusement d'abord les intempéries, comme je le dis, parce que on est sous une pluie battante et comme ça ne suffit pas, il y a pas mal de soucis de connexion du côté du Cameroun en ce moment. On s'en excuse encore pour ceux qui nous rejoignent à l'instant.
Bon, dis simplement donc à tous ceux qui sont en ligne, merci pour les différentes questions. Nous prenons les questions, enfin, questions là. J'ai envie de dire, nous rejoindre parce qu'également, c'est pas facile d'être des. Pour dire, une fois que vous avez envoyé le livre, là, j'ai envie de rebondir sur la question de Calais. Une fois que vous avez envoyé le livre, oui, peut-être la note de lecture de la maison d'édition et donc le dossier de presse. Est-ce que on a l'assurance, une fois cela fait, qu'on aura un retour de la part du journaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'on a, comme retour, vous estimez, c'est quoi le retour? Ça doit être une invitation de votre auteur? Est-ce que ça doit être une interview qui est faite? Est-ce que ce sera une note de lecture du livre à l'antenne? Qu'est-ce que vous estimez être un bon retour quand vous avez envoyé le livre? On envoie le livre parce qu'on sait déjà que le test sera reçu. Le retour, ça peut être, le retour pourrait être vraiment, je vais dire comment, le retour pourrait être, comment je peux expliquer ça? Le call to action. Ce qu'on vous a, le call to action de cette initiative-là, c'est que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. C'est que les gens appellent pour en savoir un peu plus sur le livre, pour commander. Tu vois un peu. Bon, on espère que William va nous retrouver bientôt. Effectivement, effectivement, c'est vrai que Goodreads, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est une très bonne plateforme que j'ai commencé à explorer. J'ai commencé à l'explorer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, sincèrement. Je l'ai découvert il y a pratiquement, c'était en mai que je l'ai découvert. J'espère que je vais l'adorer. La jeunesse de notre maison d'édition. En fait, l'édition à Freebook naît de. Je suis très fan de recherche. J'adore tout ce qui est recherche. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je pense que le modérateur a quelques problèmes de connexion. Oui, je disais que les éditions à Freebook ont été créées il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore 2 ans.
je suis passionné de recherche, de tout ce qui est santé, économie. Euh, c'est c'est de là qu'est partie la mission à Fribourg. On s'est dit que nous sommes dans un pays en voie de développement. On avait besoin de travailler sur des contenus qui peuvent permettre de faire des recherches, qui peuvent aider à trouver des solutions aux, aux problèmes de la population camerounaise. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'édition à Fribourg. Bonsoir Assel, ce serait possible que tu te présentes comme ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion ici. Les modérateurs ne sont pas encore disponibles. Je pense qu'ils sont en train de régler le problème. Pardon, j'ai pas entendu, ça s'est coupé. Oui, je disais que il y avait des messages là dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui demandait si tu peux te présenter en attendant que le modérateur revienne. Il y a des soucis de connexion et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Est-ce que nous sommes déjà en live? Oui, depuis pratiquement plus de 30 minutes. Ok. Les échanges vont commencer à quelle heure? En fait, les échanges ont commencé. C'est juste qu'il y a des soucis de réseau et le modérateur, il a beaucoup de problèmes de réseau, donc il est en train de régler le souci. Oui, Calice, bon, moi je dis souvent que les dédicaces, c'est généralement pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Quand tu es jeune comme nous, comme ça, et que tu viens de publier ton livre, je conseille généralement d'investir ton argent dans la communication. Avec le numérique aujourd'hui, c'est gérable. C'est nettement mieux de mettre son argent dans la communication sur son ouvrage, attendre et faire sa dédicace après.
Alors, je pense que je suis de retour. Bonsoir encore à tous. Bonsoir principalement à Assel qui nous a enfin rejoint. Bonsoir Assel, j'espère que vous allez bien. Ah, je vois un message qui s'affiche là. Est-ce que Assel me suit? De GCB. Bonsoir. Donc, je peux commencer alors? Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Ah, d'accord, ok. Dieu Parce que merci. moi, j'ai des coupures ici de temps On en a de temps. gros soucis de connexion, mais n'hésitez pas. Vous pouvez vous exprimer. Là, on essaie de comprendre qui est Assel Nadal. Parlez-nous d'Afro Livresque, justement, comme demande Bailash. Assel, on vous écoute. Ok, On d'accord, vous je vais écoute très bien. Vous essayer. pouvez parler. Ok, d'accord. Je vais essayer. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Assel Nadal. Merci pour l'invitation déjà de participer à ce salon virtuel que je trouve super intéressant. C'est une très bonne initiative. Je suis camerounaise, je vis en Allemagne et je suis ingénieure en informatique et fondatrice du média littéraire afrolivresque.com et également du podcast littéraire Le Salon du Livre. Est-ce que vous pouvez me remettre la question qui était affichée tout à l'heure pour que je puisse y répondre de manière juste? Alors, la question, le temps pour que Vous on m'entendez? fasse remonter la question. Oui, oui, on vous entend très bien. Je vous pose la question quand même, celle-ci. Bonsoir Assel. Pourriez-vous nous faire l'honneur d'une petite présentation de Afro Livresque et de votre podcast? C'est quoi Afro Livresque? Et je vais poser la question de Calixte Ok, juste après. d'accord. Pensez-vous que les Alors, cérémonies... comme D'accord, je la l'ai question dit, de Calixte juste après. Mais déjà, la ok, première question, c'est la présentation d'Afro Livresque. ok, d'accord. Afrolivresque, c'est un magazine littéraire en ligne qui est essentiellement focus sur l'information dans tout ce qui concerne la littérature africaine et afrodescendante. Et aussi de temps en temps les événements marquants de la littérature mondiale en général. Donc, en résumé, c'est ça. Le Salon du Livre, qui est actuellement un peu en pause. C'est un podcast dans lequel je reçois les différents acteurs du livre pour échanger soit sur un livre, si c'est un auteur, bien sûr, ou sur le parcours des personnes que je trouve intéressantes et inspirantes dans le domaine du livre. Donc, c'est un podcast hebdomadaire, comme je l'ai dit, qui est maintenant en pause pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais qui reprendra bientôt. Donc, mais nous avons actuellement une bonne soixantaine d'épisodes qui sont sur tous les podcasts, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc, vous pouvez écouter. J'ai eu la chance de recevoir des personnes très intéressantes, y compris Pauline de Acolyte. J'ai reçu Hemley Boom, Jailia Amadou Amal, Dave Fatou Khan. Donc vraiment, c'est de toute l'Afrique, hein, de toute l'Afrique et tous les acteurs de la littérature africaine et afrodescendante. D'accord, merci beaucoup à toi, Nadal, pour cette présentation. Et justement, comme je le disais déjà avec Aristide, quels sont les moyens par lesquels, en dehors du podcast, quelle est la meilleure méthode pour Afro Livresque de mettre en avant sur le numérique
les acteurs de la littérature qui viennent vers vous? On a été coupé. Hein. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Alors, je dis, quel est le meilleur moyen pour Afro Livresque de mettre en avant les acteurs du livre? Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour pouvoir mettre en avant ceux qui viennent vers vous et qui sollicitent vos services? Alors, il n'y a pas une seule façon de mettre les acteurs du livre en avant. Je vais parler beaucoup plus des auteurs, hein, parce que c'est vraiment le noyau de notre travail. Tout dépend de la personnalité de l'auteur, des thématiques qu'il aborde, et bien de ce qu'il aimerait atteindre comme objectif en tant qu'auteur. Aujourd'hui, on utilise bien évidemment beaucoup le numérique, les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas tous les réseaux sociaux qui correspondent à tous les auteurs et à tout type de public. Donc, en général, pour Afro Livresque, puisqu'on ne fait pas la promotion d'un seul auteur, on fait la promotion de la littérature africaine et afrodescendante en général, on se concentre bien sûr sur nos propres plateformes, donc notre site internet et nos réseaux sociaux. Et nous essayons de rendre l'accès à la lecture, à la littérature, un peu plus simple, parce que nous avons constaté que le grand public a une barrière quand il s'agit de littérature, parce que beaucoup de gens se disent que la littérature est réservée à une certaine élite. Lire des livres est réservé à une certaine classe de la société. Et dans chaque article que nous produisons avec Afro Livresque, nous essayons toujours de garder en tête que le lecteur à qui nous voulons parler, c'est monsieur tout le monde. Donc, il faut utiliser son langage, il faut, sans bien sûr tomber dans la vulgarité ou l'excès de simplicité, mais il faut faire comprendre à ce lecteur-là que le livre, c'est aussi pour lui. Les histoires qu'il y a dans les livres, ce sont des histoires qui le concernent. Il peut se retrouver dans ces livres-là. Donc, on adopte un ton qui est simple, qui est accessible. Et c'est vraiment une ligne éditoriale que nous avons choisie à Afro Livresque. Vous allez trouver très rarement des articles sur Afro Livresque qui sont des articles avec des styles académiques très, très élevés. Je trouve qu'il y a un autre cadre pour ce genre de contenu dans la recherche, dans les universités. Mais notre public n'est pas universitaire, c'est vraiment le lecteur lambda. Donc, c'est la ligne que nous avons choisie et pour l'instant, ça fonctionne parce qu'on a des lecteurs qui nous disent que grâce à nous, ils ont pu prendre un livre et aimer la lecture, alors qu'avant, ils se disaient qu'ils étaient incapables de s'asseoir et se poser et lire un livre. Donc, c'est l'approche que nous avons à Afro Livresque. Côté podcast, l'approche que j'avais, c'était la même chose. Un ton simple, compréhensible, accessible à tout le monde, sans prétention, sortir un peu des, comment dire, de l'ego de vouloir montrer qu'on sait très bien parler français avec des grandes phrases, des grandes tournures de phrases et tout. C'est très important de parler avec le langage de l'audience, le langage du lecteur. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire pour ce que nous faisons chez Afro Livresque pour mettre la littérature africaine et afrodescendante en avant. Je pense que William est parti. Il y a une question qui revient dans les commentaires sur Facebook, disant
Peut-on dire que Afro Livresse est un web magazine? Oui. Dans l'affirmative, est-ce que les éditeurs, comme ils le feraient avec un magazine papier, vous envoient des ouvrages pour revue? Est-ce possible pour un auteur ou une auteure de le faire? Je reprends la question. Alors, oui, on peut dire que ça fonctionne un peu comme un magazine papier, mais pas vraiment parce que le numérique est toujours différent et il a ses propres codes, hein. Mais en gros, l'idée est la même, mettre en avant tout ce qui se fait dans le domaine de la littérature africaine et afrodescendante. Oui, les auteurs peuvent nous envoyer des demandes. Par contre, nous avons des services payants parce que nous sommes une entreprise. Et ça suppose que nous devons aussi être rentables. Et comme vous le savez certainement, être rentable dans le domaine de la littérature, c'est très compliqué. Donc, il faut tout le temps réfléchir sur comment faire entrer de l'argent pour faire tourner la boutique. Et nous avons des services donc de publicité. Nous faisons des publicités sur notre site. Ça peut être des visuels, hein, avec le livre, des messages que l'auteur souhaite ou bien que nous concevons nous-mêmes. Ça peut être des articles sponsorisés. Donc, un article sponsorisé, c'est-à-dire qu'on a une thématique qui revient dans le livre de l'auteur et on essaye d'écrire un article sur cette thématique-là et on met en avant ainsi le livre ou l'auteur. Et il y a aussi, nous proposons aussi une newsletter spécialisée, payante. L'auteur ou les maisons d'édition peuvent prendre ce service-là pour mettre en avant leurs livres aux abonnés de notre newsletter. Nous avons actuellement une news, on a à peu près, la dernière fois que j'ai regardé, on était dans les presque 5000 abonnés à notre newsletter. Donc, nous avons 2 newsletters différentes. Il y a une newsletter spécialisée qui est payante et il y a une newsletter qui est gratuite, mais là, c'est vraiment la newsletter qu'on envoie chaque vendredi pour faire un récapitulatif de ce que nous avons posté comme article sur le site. Donc, celle-là, elle est complètement gratuite, donc, parce que ce n'est pas tout le monde qui est tout le temps connecté sur Internet pour aller lire nos articles. Si vous êtes connecté sur notre newsletter gratuite, vous avez le récapitulatif de tout ce que nous avons fait sur le site pendant la semaine. Donc, en résumé, si des auteurs veulent faire de la publicité, de la mise en avant de leur travail, de leurs livres, ils peuvent nous contacter. Soit ils prennent nos services qui sont déjà en package, ou bien on travaille avec eux sur un concept vraiment propre à eux pour la promotion de leurs livres. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec, par exemple, la maison d'édition Saraba. Je ne sais pas si vous connaissez la maison d'édition Saraba au Sénégal. Donc, on travaille avec eux depuis un moment déjà et on est toujours en train de réfléchir ensemble sur des concepts pour mettre en avant leur catalogue. Alors, je sais que je prends la parole par intermittence, selon que les dieux de la connexion soient d'accord avec mes prises de parole ou pas. Question pour Aristide et également pour Assel. Une question toute simple, hein. J'aimerais savoir pour ceux-là qui sont avec nous et qui disent ils aimeraient bien être des promoteurs littéraires, un peu comme vous le faites déjà, et ils disent bon, comment est-ce que l'on fait pour être promoteur littéraire? La réponse est facile, mais la vraie question derrière, c'est est-ce que le promoteur littéraire peut vivre de ce qu'il fait sur le numérique? Aristide d'abord et ensuite Assel. Est-ce que le promoteur littéraire peut vivre de ce qu'il fait, de ses activités sur le numérique? Est-ce qu'il peut vivre de cette promotion qu'il fait là? Après, Aristide, Assel pourra répondre. Comme Assel l'a dit tout à l'heure, nous sommes des entreprises d'abord.
nous sommes des entreprises d'abord et on doit pouvoir vivre de ce qu'on fait, on doit pouvoir vivre du travail qu'on fait. Donc, de mon côté, j'essaie tant bien que mal de vivre ce que je fais. En dehors des livres, je ne fais rien d'autre d'abord. En dehors de la littérature, des livres, il n'y a pas autre chose dans ma vie. Donc, j'essaie vraiment de gagner mon pain avec le livre. Asel? Oui. Alors, je répondrai à cette question en disant oui et non. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très compliqué de vivre à temps plein de son travail dans le domaine de la littérature. Par contre, bon, déjà, il faut avoir beaucoup de passion, parce que quand on se lance dans cette affaire, c'est la passion qui nous guide hein, d'abord. Bien qu'on veut se faire aussi de l'argent, ça c'est inévitable. En ce qui me concerne, quand j'ai commencé, j'étais juste une lectrice passionnée, donc je n'ai pas fait de formation dans ce domaine-là. Il y avait assez de propositions que moi je dis, bon, moi-même je vais faire une proposition et on verra ce que ça va donner. Donc j'y suis allée vraiment en prenant des risques. Mais comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Et donc, c'est en étant sur le terrain que j'ai découvert d'autres opportunités, que j'ai aussi réfléchi sur comment est-ce que je peux faire rentrer de l'argent. Et ça, je le fais jusqu'aujourd'hui. Donc, je suis toujours en train de réfléchir, d'essayer d'être créatif pour voir comment créer des canaux de revenus supplémentaires. Quand j'ai commencé, bon, je me disais, voilà, je publie des articles et puis je verrai comment Google va me rémunérer avec la publicité Google. Bon, sauf que je me suis rendu compte que pour que ce soit une rémunération conséquente, il faut beaucoup de trafic. OK, mais j'ai continué parce que j'ai vu comment les gens appréciaient le travail que je faisais. Et quelque chose dans des salons ou dans des festivals. Donc, c'est au fur et à mesure que je découvre le milieu, opportunité. Il n'y a pas une seule façon de gagner de l'argent dans cette affaire. Donc, et avec Afro-Livresque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par la publicité, c'est par l'accompagnement des auteurs, parce que j'accompagne aussi les auteurs qui font de l'auto-édition, que je promeus beaucoup dans mon podcast. Donc, le travail là, c'est compliqué, mais c'est possible. Calixte Orange qui pose la question. Les idées fusent sur Internet. Comment gérez-vous la multiplicité des promoteurs littéraires online? Comment vous démarquez-vous? Rassurez-vous que votre stratégie soit protégée, car on a parfois l'impression que certains copient absolument le travail des autres. Ah, on en sait quelque chose. Alors, on a envie de savoir, Asel, comment est-ce que vous vous démarquez quand vous êtes en ligne en train de vouloir mettre en avant votre auteur? Aristide. Je ne sais pas si ma question a été suivie. Oui, j'ai bien écouté la question. D'accord. C'est une très bonne question d'ailleurs, parce que c'est une question que je me pose tout le temps. Et là, ça n'a rien à voir avec la littérature. C'est en tant qu'entrepreneur, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte comme valeur ajoutée au marché dans lequel je suis. Parce qu'il y a des concurrents, il y a
d'autres offres, mais qu'est-ce qui fait de moi, qu'est-ce qui fait que les lecteurs vont venir chez moi en premier et pas chez les autres? Donc, c'est une question qu'on se pose en permanence, parce que je ne suis pas seule dans Afro-Livresque, hein. J'ai des partenaires, j'ai des personnes avec qui je travaille. Donc, on se pose cette question tout le temps. Le pilier d'Afro-Livresque, c'est de parler de la littérature africaine et afrodescendance du point de vue des Africains. Et aussi mettre la lumière sur les activités qu'il y a dans ce domaine en Afrique, d'abord, en Afrique, et bien évidemment dans la diaspora aussi. Mais il était important pour moi de parler de ce qui se fait sur le terrain en Afrique, parce que j'avais remarqué qu'on avait toujours cette tendance, nous les Africains, de belles choses qui se font sur place chez nous. C'est sur cette, comment dire, c'est sur ce canal-là que je me positionne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de la littérature africaine et qui parlent de ce qui se fait en Afrique. Donc, voilà ma position, voilà mon positionnement, et bien évidemment, ce que j'avais déjà mentionné, le style, la manière de parler à mes lecteurs. Donc, parler avec leur langage, avec un vocabulaire simple, pour qu'ils, comment dire, pour qu'ils ils enlèvent la barrière qu'ils ont mis entre eux et la littérature. Moi, mon slogan, c'est que je veux rendre la littérature sexy. Le modérateur n'est pas... C'est exactement ça, Pauline. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de nous, hein. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de nos lecteurs, de ceux à qui on propose nos services, nos contenus. On doit toujours être à l'écoute pour savoir qu'est-ce que nous leur apportons et comment est-ce qu'on peut faire pour les trouver là où ils sont. C'est à nous d'aller vers eux et pas le contraire. Je crois que je vais profiter pour répondre à la question de Bayash qui dit Aristide, connaissez-vous Afro-Livresque? Je connais Afro-Livresque, j'ai toujours été un très grand fan d'Afro-Livresque. Je suis un très grand abonné aussi des newsletters que je reçois. Et je pense qu'Afro-Livresque m'a permis de travailler sur le projet. Je crois que c'est grâce à Afro-Livresque que j'ai lancé le magazine Au Livre. Ouais. Je pense pas, il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne... Ah, mais ça fait plaisir. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je navigue sur Afro-Livresque, vraiment. Il n'y a pas une journée. Il y a vraiment que je ne peux pas tenir, découvrir, apprendre. Quand je reçois la oh là là. Mais ça va booster ma semaine, quoi. C'est pour ce genre, quand on a ces commentaires-là, qu'on a une bouffée comme ça d'énergie pour ne pas lâcher, parce que c'est pas facile, hein. Je connais très bien, je suis trop fan, je suis vraiment... Merci beaucoup. Ça fait plaisir, vraiment, merci. Avec Au Livre, on essaye de faire pour nous aussi, d'essayer de compléter, de faire, du moins ce qu'on ne pouvait pas faire, on essaie de faire de notre côté pour essayer de combler le vide qu'il y a. Donc, je suis un très grand fan. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question pour vous de la part de Calice. Oui. Oui. Elle dit, Madame Assel, en étant sur le numérique, collaborez-vous avec des librairies numériques
qui promeuvent la littérature africaine aussi. Elle a pris le cas de Griot Bookshop. Elle demande si vous connaissez Griot J'ai Bookshop. pas bien. Elle dit, en étant sur le numérique, collaborez-vous avec les librairies numériques qui promeuvent la littérature africaine aussi. Griot Bookshop, vous J'ai pas connaissez? bien compris la question. Je pense, Pauline, est-ce que tu peux mettre la question de Calice? Est-ce que tu peux faire afficher la question de Calice? On finit dans... Je mets 30 minutes. Ok. Je peux te montrer où tu es. Si vous pouvez me répéter la question, peut-être. Oui, la question, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, elle dit ceci. Madame Hassel, en étant sur le numérique, collaborez-vous avec des librairies numériques qui promeuvent la littérature africaine aussi? Griot Bookshop, vous connaissez? Je connais ce site-là. Nous n'avons pas de collaboration avec les librairies parce que je n'ai pas encore trouvé techniquement la possibilité de collaborer avec eux. Ce qui serait possible avec des librairies en ligne, ce serait de faire ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire que avoir éventuellement des liens de librairies vers lesquelles on pourrait envoyer nos lecteurs acheter les livres dont on parle. Et peut-être avoir une commission sur chaque vente. Mais ça, c'est quelque chose de... c'est technique et il faut mettre ça en place. Et parfois, les gens n'ont pas les budgets pour mettre toute cette procédure en place. Par contre, nous utilisons l'affiliation d'Amazon. Parce que ils sont au niveau technique, voilà, on n'a même plus besoin de donner des précisions par rapport à ça. Ils ont déjà tout en place, hein, donc il suffit juste de paramétrer son affiliation. Donc, ce qui fait que quand nous parlons d'un livre, nous avons un compte affilié de chez Amazon et nous mettons notre lien d'affiliation sur le livre. Et si vous cliquez dessus, vous allez faire des achats sur Amazon, nous avons une commission dessus. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques à Amazon, mais pour l'instant, c'est le plus grand vendeur. Hein, et ce serait un peu, comment dire, ce serait pas intelligent de ne pas utiliser cette opportunité-là. Il y a aussi d'autres sites de vente en ligne, mais la plupart, ce sont des sites européens. La plupart, qui ont déjà cette procédure, qui ont déjà des programmes d'affiliation bien en place que vous n'avez plus besoin de mettre vous-même en place. Vous venez juste paramétrer et ça fonctionne très bien. Donc, s'il y a des gens qui ont des librairies en ligne et qui ont des programmes d'affiliation et qui voulons mettre en avant, qui ont déjà ces
programmes-là, elles auront la priorité chez nous, parce que c'est d'abord ça, chez nous, la priorité d'abord à tous les entrepreneurs indirects qui sont dans ce domaine-là et qui viennent de l'Afrique aussi. D'accord. Il y a une autre question de JCB Bahage qui dit: depuis combien de temps Afro-Livrex existe? Quels sont vos principaux challenges? Quelles différences sont notables entre les débuts et aujourd'hui? On a été coupé. Oui, je disais, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Il y avait une qui disait: depuis combien de temps Afro-Livrex existe? Quels sont vos principaux challenges? Quelles différences sont notables entre les débuts et aujourd'hui? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps Afro-Livrex existe? Quels sont vos principaux challenges? Et quelles différences sont notables il y a entre... Ah, d'accord. Oui. Alors, j'ai commencé tout doucement, toute seule dans mon petit coin. C'était en fin 2015. Ben, je ne savais pas encore ce que je faisais vraiment, hein, donc, mais j'ai quand même commencé. Et comme je l'ai dit, je ne connaissais pas le milieu côté professionnel, donc j'ai appris, je me suis formée tout doucement. Et ça, c'est donc, oui, on peut dire fin 2015, j'ai commencé. Et jusqu'en début 2020, j'ai arrêté pendant la période de Covid. C'était très compliqué pour moi. Et j'ai arrêté jusqu'en janvier de cette année. Donc là, j'ai repris, j'ai fait une restructuration. J'ai eu de nouveaux partenaires. J'ai eu une nouvelle associée, Christelle Moulou, avec qui ça se passe très, très bien. Donc, on a repris en janvier de cette année. Alors, les principales difficultés que nous avons, c'est bien évidemment, mais surtout aller chercher les lecteurs là où ils se trouvent. Parce que le plus grand objectif d'Afro-Livrex, c'est de faire du trafic. C'est de faire venir les gens sur le site pour qu'ils lisent les articles. Et ça, c'est un gros, gros, gros challenge. Parce que la littérature n'est pas facile à vendre. Donc, il faut réfléchir tout le temps sur comment parler aux gens pour qu'ils viennent lire nos contenus, sur comment battre les algorithmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Google. Donc, voilà nos plus gros challenges. Aujourd'hui, avant, c'était de comprendre d'abord l'audience. Ça, c'est la clé chez nous. Comprendre notre audience. Quelles sont les personnes qui sont intéressées par la littérature africaine et qui sont intéressées par la littérature? Quel est leur profil? On a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Parce que sans connaître à qui on s'adresse, on ne peut pas avancer. C'est la clé chez nous. Comprendre à qui on s'adresse et en fonction de ces connaissances et de ces données que nous avons, on sait quels sont les contenus qu'on va leur proposer. Donc, nous travaillons beaucoup avec la data aussi. Donc, on a différentes façons de collecter les données. On a beaucoup, beaucoup étudié notre cible. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. On sait exactement de quoi on parle quand on parle de nos lecteurs, quand on parle de nos contenus. Ça nous aide beaucoup à aller chercher des partenaires d'affaires et tout ça, parce qu'on saura quoi leur dire ayant toutes ces données-là. Donc, voilà en gros. Hein. Donc, la difficulté, c'est comme dans toute entreprise. Ce n'est pas particulier, je veux dire, à la littérature africaine, qui a certes aussi ses particularités, mais en gros, comme pour toute entreprise, c'est de chercher les clients, de tout le temps réfléchir
à de nouvelles opportunités, comment créer ces opportunités-là. Donc, c'est un peu la question, c'est à cette question que je réponds, Pauline, qui s'affiche là, les difficultés que nous rencontrons. Oui, c'est ça, c'est vraiment consolider les acquis et croître l'entreprise. Hein. C'est vraiment aussi banal que ça, comme tout entrepreneur. Trouver des clients et faire du trafic. Voilà nos deux principaux challenges. Euh, donc, je vais répondre à la question de Pauline qui dit Aristide, que penses-tu des acteurs du livre du point de vue du point de vue de la communication sur leur œuvre? Pauline, j'aimerais savoir si les acteurs du livre ou en Afrique, au Cameroun, comment est-ce que tu les circonscris? Vous m'avez posé une question, je n'ai pas entendu. Hein? Non, je posais la question à Pauline qui voulait savoir ce que moi je pense des acteurs du livre. Des acteurs du livre. Donc je voulais savoir si elle est circoncis comment sont les acteurs du livre au Cameroun, en Afrique. C'est la question que je lui posais. Bon, pour revenir à la question de Bache, la maison d'édition s'appelle Édition Afribook. Pour le moment, nous travaillons sur notre site internet et une bibliothèque numérique participative pour rendre nos livres accessibles et celles des autres éditeurs. Je crois qu'elles seront disponibles d'ici le mois de mars 2025. Notre site il est en refonte. Donc on l'a fermé, on est en train de travailler dessus. Les livres ils sont disponibles sur Amazon et sur d'autres plateformes. Je vais laisser les liens en commentaire tout à l'heure. Pour ce qui est des audiobooks, on y travaille aussi. C'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Ça demande beaucoup de ressources. On essaie vraiment, nous sommes une jeune entreprise, on essaie vraiment d'aller petit à petit, travailler de manière efficiente et efficace. D'accord. Pauline, c'est que je côtoie. Je pense que les acteurs du livre, on a encore beaucoup de travail à faire parce que nous sommes dans un environnement où chacun pense qu'il n'a pas besoin de l'autre. Or, nous sommes là pour construire, pour bâtir une industrie et il faudrait que tout le monde reconnaisse sa place, que tout le monde sache que j'existe parce qu'il y a l'autre, l'éditeur existe parce qu'il y a l'auteur qui existe, l'auteur existe parce qu'il y a le rédacteur qui existe, etc. Je pense que c'est ce travail qu'on a encore. On n'arrive pas à travailler de manière synchronisée, on n'arrive pas à travailler ensemble. Je pense que c'est le gros souci qu'on a, nous, les acteurs du livre, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. C'est un gros problème qu'on a. On regarde tout le monde, on regarde l'autre en fait comme un concurrent, alors que c'est pas, on devrait regarder l'autre comme un partenaire, comme un collaborateur. J'espère que j'ai répondu à ta question, Pauline.
Il y a une question pour vous, Assel. Il y a une question qui dit, Assel, c'est grâce à votre podcast que j'ai découvert Pauline la première fois. Pourriez-vous nous parler un peu plus du Salon du Livre et nous dire en quoi c'est une opportunité numérique et quels sont vos principaux défis? La question est de JCB Page. Quels sont les principaux? Et quels sont vos principaux défis? Les devis? Je n'ai pas compris. Je reprends la question. Elle dit, Assel, c'est grâce à votre podcast que j'ai découvert Pauline la première fois. Pourriez-vous nous parler un peu plus du Salon du Livre et nous dire en quoi c'est une opportunité numérique et quels sont vos principaux défis? Les devis. Les défis ou les challenges. Ah, défis. Ah, ok, pour le podcast. Je suppose que c'est du podcast qu'on parle. Oui, elle voudrait savoir, elle voudrait que vous parliez, vous disiez un peu plus sur le podcast, Oui. le Salon du Livre, et vous le dites en quoi est-ce que c'est une opportunité numérique et quels sont vos principaux défis? Oui. Alors, quand j'ai lancé le podcast, c'était en 2020, je pense, hein? Oui, 2020. Comme dans tout ce que je fais d'habitude, je n'avais aucune expérience par rapport à ça. Et je voulais déjà savoir si c'était un média qui pouvait parler à notre cible. Et donc, j'ai commencé et je me suis rendu compte que il y a une cible particulière avec le podcast. C'est pas la même que avec le site internet et c'est pas la même sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dû apprendre à connaître cette cible-là. Pour l'instant, dans le milieu africain et afrodescendant, les podcasts ne sont pas encore des canaux très populaires en ce qui concerne la consommation de contenu. Donc, c'est très difficile d'avoir une grosse communauté avec les podcasts. Mais quand on a la chance d'avoir sa petite communauté, elle est fidèle. Donc, l'avantage du podcast que j'ai découvert en faisant, hein, c'est la fidélité des auditeurs. Ils sont au rendez-vous chaque semaine, quand je produisais encore les épisodes, chaque semaine, ils interagissent, ils posent des questions par mail, voilà, ils donnent leurs opinions par mail. Donc, l'interaction et la fidélisation, ça fonctionne. Par contre, ce n'est pas une grosse communauté. C'est une opportunité pour moi, en tant que promotrice, parce que ça me permet de faire découvrir une autre facette de mon travail, puisque là, j'ai directement accès à l'auditeur ou au lecteur, puisqu'il entend ma voix, et c'est très, très important. Il entend ma voix, donc il crée une connexion avec moi, ce qui n'est pas le cas sur Afro-Livresse, parce que Afro-Livresse, ce n'est pas moi. Et donc, la première opportunité, c'est qu'on se fait connaître d'une autre manière et on fait asseoir sa crédibilité et sa légitimité. Ça, c'est très important dans notre domaine, que l'auteur, que ce soit du côté des auteurs ou des acteurs du livre ou même du côté des lecteurs, qu'on soit accepté comme crédible dans ce domaine-là. Ça crée un climat de confiance et éventuellement, ça peut aboutir à des signatures de contrats et ainsi de suite. Donc, c'était ça la première des choses, vraiment me rapprocher du lecteur et aussi donner l'opportunité à mes invités
d'avoir cette même expérience avec le lecteur, c'est-à-dire d'être proche du lecteur par la voix, par l'échange et par le temps dont nous disposons dans le podcast, parce que c'est un temps long. Le podcast, il allait euh, en moyenne sur 40 minutes. Ce qui n'est pas possible quand on fait, par exemple, une interview écrite, ou bien quand on fait un portrait sur un auteur par le texte. Il y a certaines émotions qu'on capture difficilement, alors qu'avec la voix, on touche beaucoup plus facilement le lecteur. Donc, chaque canal que j'utilise, chaque canal de promotion que j'utilise a des objectifs bien, bien différents, a ses objectifs propres. Quand je fais le podcast, je sais que ce ne sont pas les clients que je cherche avec le podcast. Je suis en train d'asseoir ma crédibilité, ma légitimité et vraiment d'aller chercher ceux qui ne sont pas sur Internet, ceux qui ne sont pas sur mes réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas sur mon site régulièrement. Avec le podcast, je peux les fidéliser d'une certaine manière. Quand je suis sur le site Internet, sur le Afro-Livresque, c'est une autre catégorie de public que je cherche. Et ce sont aussi d'autres objectifs. Là, c'est clair, je veux faire du trafic et je veux informer les lecteurs. Et par ricochet, si j'ai du trafic, là, je peux maintenant, avec ma data du trafic, aller chercher des clients qui vont venir faire la publicité sur mon site. Donc, vous voyez qu'en fonction des différents canaux de promotion, il faut être très au courant à qui on s'adresse et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre avec ce canal-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense qu'il y avait aussi les défis. Hein, les défis, les défis, c'est avec le podcast Le Salon du Livre, le défi, c'est de faire adhérer les gens à utiliser ce média pour consommer du contenu, ce qui est très, très, très compliqué. Les gens ne prennent pas le temps de faire des choses, de consommer doucement des contenus, parce que s'asseoir 40 minutes pour consommer du contenu, ça veut dire qu'on on donne son attention à ce contenu-là pendant ces 40 minutes, ce qui est très, très compliqué avec les réseaux sociaux où on scrolle tout le temps, ça va vite et tout ça, mais c'est faisable. C'est faisable en gardant en tête que c'est pas par ce canal-là qu'on aura des millions et des millions d'auditeurs, mais au moins avec ça, on peut asseoir sa crédibilité, sa légitimité. Très intéressant. Je crois qu'il y a je pense qu'il y a une autre question de Caliste. Il y a Caliste qui aimerait savoir si elle a une autre question. La promotion littéraire vise-t-elle la promotion littéraire online vise-t-elle numérique stricto sensus? Pensez-vous que le livre physique trouvera toujours son rayonnement dans cette ère de dématérialisation? J'ai pas compris. On a été coupé. Je vais mettre la question dans le. Je mets la question dans le chat pour que tu les lises.
Là, je viens d'envoyer la question dans le chat privé, comme ça tu pourras le lire. Alors, je vais lire la question qui est dans le chat. Hein. La promotion littéraire online vise-t-elle la promotion du livre numérique stricto sensus? Pensez-vous que le livre physique trouvera toujours son rayonnement dans cette ère de dématérialisation? Alors, la promotion littéraire en ligne, ce n'est pas la promotion du livre numérique. C'est deux choses séparées. La promotion littéraire en ligne, c'est utiliser la technologie, Internet, pour faire la promotion. Maintenant, on peut faire la promotion de quelque chose de physique. Ce n'est pas obligatoirement un livre numérique. Ce qui est intéressant avec la promotion en ligne, c'est qu'on atteint parfois un public qu'on n'aurait pas pu atteindre si on n'avait pas Internet. Internet, pour moi, c'est vraiment l'une des grandes révolutions de l'humanité. Parce que ce qu'on peut faire avec Internet, c'est tout simplement incroyable. Bon, c'est peut-être un peu mon côté informaticienne qui prend le dessus, mais voilà, pour moi, je ne pourrais pas faire Afro-Livresse s'il n'y avait pas Internet. Impossible. Donc, promotion littéraire en ligne, ce n'est pas la promotion du livre numérique. Le livre numérique, c'est un format de livre comme un autre et il ne va jamais remplacer le livre physique. Ce n'est pas possible. Il est, comment je dis, il est une autre offre à côté du livre physique. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps d'étudier le comportement des lecteurs. Nous avons constaté que les lecteurs qui ont la possibilité d'avoir les deux formats, numérique et physique, il y a beaucoup qui commencent d'abord par le numérique et quand le livre leur plaît, ils passent au physique. Donc, ils ont et le numérique et le physique. Et on a, comme moi, qui privilégient le numérique pour des raisons strictement professionnelles parce que ça me permet, je n'ai plus de place chez moi pour les livres tellement j'en ai. Et donc, comme je reçois beaucoup de livres des maisons d'édition, des auteurs et tout ça, je ne peux pas recevoir tous les livres en version papier, en version physique. Donc, je privilégie le numérique pour pouvoir le lire quand je me déplace. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais les livres que j'aime particulièrement et que j'adore, je m'en vais les acheter en version papier. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le travail. C'est vraiment là pour mon plaisir personnel. Donc, les deux vont ensemble. L'un n'exclut pas l'autre. Et puis, le livre numérique, il existe depuis tellement longtemps que s'il devait remplacer le livre physique, ça se saurait. Hein. Et on pourrait maintenant élargir la discussion en parlant du livre audio qui est en pleine expansion. C'est aussi une forme de livre numérique, hein, parce que l'audio, c'est du numérique. Le livre audio ne va pas remplacer le livre physique. Moi, j'écoute les livres audio. Je lis les livres, je lis les e-books et je lis les livres physiques. Donc, ça dépend vraiment de ce que je suis en train de faire. Il y a des jours où je n'ai pas envie de regarder un écran. Je n'ai pas non plus envie de de fatiguer mes yeux. Je mets mon livre audio, je l'écoute en faisant autre chose. Donc, tout dépend vraiment des habitudes du consommateur qui est le lecteur. Je sais que les artistes n'aiment pas beaucoup quand on parle de consommateurs, mais c'est ça, hein? Ce sont des consommateurs. Donc, il faut toujours prendre le temps d'étudier qui consomme ces livres-là. Et vous allez remarquer que les habitudes de consommation diffèrent selon les régions, selon les activités professionnelles des personnes et ainsi de suite. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Tous les formats ont leur place dans le domaine du livre.
D'accord. Je vais en profiter pour répondre à la dame. Oui, nous avons envisagé des podcasts. C'est un projet qui est en cours. On a déjà mis le matériel. On a acheté le matériel récemment. Donc, on va commencer les podcasts en janvier pour nos projets, pour les projets de la maison d'édition. Le mois venu, vous saurez, parce que ce sera disponible en ligne sur nos différentes plateformes. Ça s'est coupé encore. J'ai malheureusement pas entendu. Le moment venu. Je disais à la dame que le moment venu, elle saura où nous écouter parce que nous avons acheté le matériel pour les podcasts, pour la maison d'édition et les projets qui sont autour. C'est bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben, je m'excuse si je prononce mal. Hein. Belle H. C'est exactement ça. Ben, c'est ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle, où on dit que l'intelligence artificielle va venir va venir mettre tout le monde au chômage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va juste modifier notre façon de travailler. Ça va créer de nouvelles opportunités. Moi, je travaille déjà beaucoup avec l'intelligence artificielle et franchement, ça me soulage de certaines tâches où je ne sais pas comment le temps que j'aurais pris pour faire ces tâches-là, c'est incroyable ce que c'est capable de faire, quoi. Donc, les gens doivent plutôt embrasser des nouvelles technologies et apprendre à les adopter. Voilà. Parce que ça, on ne va pas faire marche arrière. Hein. On va pas revenir 10 ans en arrière. Donc, autant prendre le train en marche et se mettre à niveau. Moi, je vois toutes ces évolutions avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt pour ce qui est technologie de l'information. Merci. Je pense que on nous a signalé tout à l'heure que le temps, l'échange était arrivé à sa fin. Je voulais profiter pour dire merci à Madame Assenadal. Je suis content de vous retrouver ici. C'était vraiment, pour moi, c'était une masterclass d'écouter une femme, je vais dire comment, quelqu'un que je suis beaucoup, dont je suis le travail. Donc, je suis trop fan. Merci à Pauline, merci à Ray. Je vais laisser la parole à Madame Assel qui va seulement vous dire au revoir. Pardon. Ben, on va rester en contact, hein? Pourquoi pas? On va se retrouver sur certains projets, pourquoi pas? Ce serait avec plaisir. D'accord. On pourra s'échanger de contact tout à l'heure, il n'y a pas de souci. C'est dommage, je ne vous entends pas, ça se coupe tout le temps. Je disais, on pourra s'échanger de contact tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Oui, je disais qu'on pourra s'échanger de contact tout à l'heure. Dès que vous parlez, ça se coupe en fait, donc je ne sais pas. Bon, j'ai écrit dans le chat. Mais peut-être qu'il faut mettez le message dans le chat si vous pouvez.
Parfait. C'est noté. C'est noté. Merci. Merci pour l'invitation encore et puis